À l'aube, un ultimatum discret a fissuré le silence du Sahel, se trouve à un carrefour crucial où céder 70% de l'or national semble offrir une bouffée d'air économique, mais au prix d'une dépendance accrue. Cette décision ne repose pas uniquement sur des calculs financiers, mais sur la souveraineté de la nation. Quelles sont les véritables implications de cette offre ? Pourquoi se retrouve-t-il au cœur de cette décision qui va au-delà des simples chiffres, ci-de? Qui se joue est bien plus qu'une simple négociation financière. À court terme, accepter l'offre de réduire la dette par la cession de 70% des réserves d'or permettrait au Burkina Faso de souffler économiquement, mais ce choix pourrait réduire la capacité de l'État à agir de manière indépendante à l'avenir. En refusant, risquerait de s'attirer des représailles diplomatiques et économiques. Cependant, ce refus pourrait ouvrir la voie à une souveraineté accrue. La décision d'EDA pourrait marquer un tournant non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région sahélienne. Il ne s'agit pas simplement d'une décision économique, mais d'un choix stratégique profond qui pourrait redéfinir l'avenir du pays et son rôle dans le monde. Reçoit l'ultimatum. Un message concis, clair, céder 70% des réserves d'or en échange d'un allègement substantiel de la dette. C'est un compromis financier immédiat, mais qui menace l'autonomie du pays à long terme. Les réserves d'or essentielles à l'économie du Burkina Faso sont une source vitale de revenus, mais elles échappent souvent au contrôle direct de l'État en raison de contrats miniers anciens. Ce dilemme se situe à l'intersection de l'économie, de la diplomatie et de la souveraineté nationale. Si l'État accepte, la pression budgétaire immédiate serait allégée, mais au prix de l'indépendance nationale. Refuser, en revanche, ouvrirait la voie à de nouvelles tensions, tant sur le plan économique que diplomatique. L'impact de cette décision ne sera pas immédiat, mais ses répercussions se feront sentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso, touchant l'ensemble de la région sahélienne. Autour de Traoré, un cercle restreint de conseillers commence à évaluer les implications de cet ultimatum. Une économiste du ministère des Finances met en lumière un point clé. Céder l'or permettrait de gagner du temps budgétaire, mais cette option ne résoudrait pas les problèmes structurels de l'économie du pays. Un ingénieur des mines alerte également sur le fait que perdre le contrôle des sites aurifères réduirait la capacité du pays à définir ses priorités industrielles et économiques. Enfin, une jeune juriste souligne l'aspect légal de l'ultimatum. Certains contrats miniers comportent des clauses qui pourraient offrir une certaine marge de manœuvre, mais elles sont rarement utilisées. Ce débat interne révèle une vérité cruciale. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais un test pour la souveraineté du Burkina Faso. Cette décision pourrait déterminer le futur de l'économie nationale, mais aussi redéfinir les relations avec les créanciers extérieurs et les acteurs régionaux. Après avoir pris connaissance de l'ultimatum, ordonne la mise en place d'un plan d'action immédiat. Les sites miniers stratégiques sont placés sous surveillance renforcée, les axes logistiques clés sont sécurisés. À ce stade, il ne s'agit pas de confrontation, mais de prévention. Il est essentiel d'empêcher toute interférence extérieure. La réponse du Burkina Faso doit être claire. La souveraineté du pays passe par le contrôle de ses ressources. Et en parallèle, les négociations se poursuivent en coulisses, mais la pression monte. Les premiers signaux diplomatiques arrivent. Des appels sont lancés, des messages codés sont échangés, mais aucune réponse n'est donnée. La situation devient tendue et chaque minute qui passe renforce la détermination des autorités burkinabées. Les communications non sécurisées sont suspendues. Cela ne signifie pas la paralysie, mais une stratégie de blocage visant à empêcher toute fuite d'informations stratégiques. Les premières réactions diplomatiques arrivent. Bien que discrètes, elles commencent à entrevoir une tension croissante. La situation bascule. Une image prise par un drone civil montre un site minier sous contrôle. Le message est clair, la décision a été prise et le pays est prêt à en assumer les conséquences. Qui émerge après la décision d'EDA montre un changement tangible dans l'économie du Burkina Faso. Le premier de ces indicateurs est l'augmentation de 5,6% des réserves d'or nationales au cours du premier trimestre, suivant la prise de contrôle partielle des sites aurifères. Ce chiffre
bien que modeste, est révélateur d'un changement de dynamique. Il montre que le pays commence à récupérer une partie de la valeur qui échappait précédemment aux circuits financiers externes. En termes financiers, cette augmentation équivaut à près de 200 millions de dollars supplémentaires dans les réserves de l'État, ce qui constitue une bouffée d'air frais pour les finances publiques, tout en renforçant la crédibilité du Burkina Faso sur la scène internationale. Le deuxième chiffre significatif concerne la production aurifère annuelle, estimée à 85 tonnes. Avant la décision d'août, environ 60% de cette production échappait au contrôle direct de l'État, transitant par des entreprises étrangères et des circuits financiers extérieurs. Après l'ultimatum, les autorités estiment que près de 40% de la production, soit environ 34 tonnes, reste désormais sous contrôle national. Bien que cela ne signifie pas une nationalisation complète, cette redistribution marque un changement fondamental dans le rapport de force. Peut désormais mieux réguler ses exportations, contrôler les volumes extraits et négocier des conditions plus avantageuses pour la vente de l'or sur les marchés internationaux. Enfin, un troisième indicateur se rapporte à la croissance du PIB qui est projetée à une contraction de 3,2% à court terme en raison de la pression économique et diplomatique exercée par les créanciers. Bien que cette baisse soit considérée comme un coût immédiat de la décision, elle doit être interprétée dans le contexte d'une économie qui était déjà fragile avant la prise de cette mesure. La dépendance aux créanciers externes, combinée à une croissance faible et à une instabilité interne, avait entraîné des marges de manœuvre limitées pour les autorités burkinabées. La baisse du PIB, bien qu'important à court terme, peut également être vue comme un coût de transition nécessaire pour repositionner le pays sur une trajectoire de plus grande autonomie économique. Ces chiffres ne racontent pas une victoire nette, ni une défaite totale. Ils dessinent plutôt un déplacement dans l'équilibre économique et géopolitique du Burkina Faso. D'un côté, une perte temporaire de fluidité économique, de l'autre, un renforcement progressif des leviers décisionnels du pays. Ce modèle de coût contre bénéfice est au cœur du discours qui cherche à démontrer que la souveraineté économique, loin d'être une abstraction, peut être mesurée, ajustée et, à long terme, améliorée. Ce processus de transition n'est pas linéaire, et ces premiers chiffres sont seulement un indicateur de la direction dans laquelle le pays se dirige. Ce changement dans le contrôle des ressources naturelles et l'amélioration de la gestion des réserves d'or constitue un test crucial pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble de la région sahélienne. La prise de décision d'EA a des répercussions non seulement sur l'économie nationale, mais aussi sur la manière dont les pays de la région abordent leur indépendance économique et leur souveraineté face aux pressions externes. La décision d'EA, bien que perçue par certains comme une affirmation nécessaire de la souveraineté, est loin de faire l'unanimité. Deux perspectives opposées se dégagent rapidement dans les débats autour de cette crise économique. La première, portée par les analystes les plus prudents, met en garde contre les risques immédiats de cette rupture avec les créanciers. Selon cette lecture, l'histoire regorge d'exemples de pays qui ont rompu brutalement avec leurs créanciers et ont ensuite subi des sanctions économiques sévères. Le cas du Zimbabwe est souvent cité. Un refus de respecter les engagements financiers a conduit à une spirale inflationniste incontrôlable et à une perte de confiance des investisseurs étrangers. Dans cette vision, la souveraineté n'a de sens que si elle permet de maintenir la stabilité matérielle du pays. La priorité doit être donnée à la gestion des flux financiers et à l'intégration dans le système économique mondial, quitte à accepter une certaine dépendance. L'autre perspective, défendue par les partisans de la rupture assumée, adopte un point de vue plus systémique. Pour ces analystes, la dépendance financière n'est pas un accident, mais un produit d'un système international conçu pour restreindre l'autonomie des pays riches en ressources naturelles. Cette lecture soutient que la cession des ressources, même temporaire, ne fait que prolonger un cycle de subordination économique. Selon eux, des pays comme le Rwanda ont démontré qu'un recentrage progressif sur le contrôle interne des ressources naturelles peut, à moyen terme, aboutir à des trajectoires plus stables tout en réduisant les risques de dépendance à long terme. Dans cette logique, les sacrifices
immédiats sont perçus comme des investissements dans la souveraineté future. Ces deux arguments sont solides, chacun appuyé sur des précédents historiques et des données économiques concrètes. Cependant, la question centrale reste la même. Jusqu'où un pays peut-il aller dans la recherche de son indépendance sans compromettre sa stabilité interne ? Charles, en refusant l'ultimatum, semble opter pour un modèle qui mise sur l'autonomie. Mais il doit naviguer prudemment entre les promesses de souveraineté et les défis économiques immédiats. Le véritable test sera de savoir si le Burkina Faso pourra éviter les pièges du court-termisme tout en affirmant sa capacité à redéfinir ses relations avec le monde extérieur. À mi-parcours, un événement clé redéfinit les contours de la situation. Ce protocole, longtemps resté confidentiel, est désormais révélé comme un pivot stratégique dans la décision de. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, la décision de maintenir le contrôle sur les réserves d'or ne repose pas uniquement sur l'initiative du Burkina Faso, mais sur un soutien régional. Le Mali et le Niger ont mis en place une coordination secrète pour sécuriser leurs ressources naturelles et garantir la stabilité politique dans la région. Ce soutien mutuel change complètement la dynamique de la crise. En révélant ce protocole, Traoré transforme une posture solitaire en un mouvement régional synchronisé. Cette coordination crée un rapport de force bien plus équilibré avec les créanciers étrangers et les puissances internationales. Loin d'être isolé, fait désormais partie d'un bloc régional capable de se soutenir mutuellement face aux pressions extérieures. Ce développement marque un tournant décisif, redéfinissant la lecture des événements à venir. La décision de refuser l'ultimatum a des répercussions immédiates sur plusieurs groupes, chacun étant touché différemment par cette rupture stratégique. Pour l'État burkinabé, la reprise partielle du contrôle sur les ressources aurifères entraîne une transformation significative de la structure des recettes publiques. Les autorités constatent une augmentation des revenus fiscaux liés à l'or, qui pourrait atteindre jusqu'à 40% en quelques mois. Ce gain permet de financer des projets d'infrastructure et des services sociaux sans recourir immédiatement à de nouveaux emprunts, réduisant ainsi la pression sur les finances publiques. Cependant, cette augmentation des revenus ne suffit pas à compenser l'isolement croissant du pays sur la scène internationale avec une intensification des tensions diplomatiques. Pour les entreprises, notamment dans le secteur minier, les conséquences sont plus nuancées. Certaines sociétés étrangères ont suspendu leurs investissements, craignant une instabilité juridique ou politique. D'autres ont entrepris des négociations pour réévaluer leurs contrats, sachant que le rapport de force a changé. Ces négociations peuvent mener à des partenariats plus équilibrés, mais elles entraînent également un ralentissement de certains projets à court terme, réduisant la dynamique de croissance. Du côté des populations locales, notamment dans les zones minières, les changements sont plus tangibles. Les travailleurs commencent à percevoir une amélioration dans les conditions de travail et de sécurité, ce qui représente un premier pas vers une redistribution plus équitable des bénéfices générés par les ressources naturelles. De plus, des programmes sociaux, financés par les nouvelles recettes aurifères, commencent à émerger, bien que leur mise en œuvre soit encore à un stade préliminaire. Les attentes des communautés locales, en particulier en matière d'infrastructure et d'éducation, sont désormais plus visibles. À l'échelle régionale, la décision de Traoré commence à résonner au-delà des frontières du Burkina Faso. Le PN, qui confère un soutien mutuel entre les pays sahéliens, crée un précédent pour une coopération renforcée dans la gestion des ressources naturelles. Ce modèle de solidarité régionale pourrait influencer d'autres pays de la région en leur offrant un cadre pour développer des stratégies économiques et diplomatiques communes face aux pressions extérieures. La dynamique de coopération régionale, si elle est soutenue, pourrait bien devenir un modèle pour d'autres nations en Afrique cherchant à préserver leur indépendance face aux forces économiques mondiales. De cette décision sont donc multiples et interconnectées. Si, à court terme, le Burkina Faso fait face à des défis économiques et diplomatiques, à long terme, la réorientation des ressources et la réaffirmation de la souveraineté nationale pourraient poser les bases d'une croissance plus autonome. Les risques sont réels, mais la volonté politique de Traoré et la solidarité régionale pourraient transformer cette crise en une opportunité stratégique
pour l'avenir du pays et de la région. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs trajectoires pourraient se dessiner pour le Burkina Faso, chacune portant ses propres risques et opportunités. Le premier scénario, dit de consolidation prudente, envisage une stabilisation progressive du pays. Les exportations d'or reprennent un rythme contrôlé après la réorganisation des sites miniers. L'État, tout en maintenant une discipline budgétaire stricte, parvient à stabiliser la situation économique sans pour autant générer une croissance spectaculaire. Les tensions diplomatiques, bien qu'intenses, sont contenues par des négociations discrètes avec des partenaires non occidentaux. Ce scénario ne connaît pas de grande évolution, mais il permet au Burkina Faso de maintenir une certaine stabilité dans un contexte international difficile. Le deuxième scénario, plus optimiste, repose sur un effet d'entraînement régional. Le devient un cadre actif de coopération économique entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, facilitant des échanges intrasahéliens et une coordination renforcée sur les ressources stratégiques. Les pays voisins collaborent pour sécuriser leurs ressources naturelles et développer des infrastructures communes, renforçant ainsi leur autonomie collective face aux pressions internationales. Cette coopération permet au Burkina Faso de diversifier ses partenariats, notamment avec des pays asiatiques qui sont attirés par un accès plus direct aux matières premières. Dans ce scénario, le pays devient une référence régionale, montrant que l'affirmation de la souveraineté peut générer un cercle vertueux de développement économique et social. Enfin, le troisième scénario, le plus tendu, envisage une intensification des pressions internationales. Les sanctions économiques ciblées augmentent, compliquant l'accès du Burkina Faso aux circuits financiers mondiaux. L'inflation progresse et le coût des importations essentielles, telles que les denrées alimentaires et les produits pétroliers, augmente. L'État utilise ses leviers miniers pour amortir les effets de cette crise, mais les tensions internes augmentent. Le coût social devient plus visible, pesant particulièrement sur les ménages et les entreprises locales. Ce scénario met en évidence les dangers d'une rupture trop radicale avec l'ordre économique international, mais il montre aussi la résilience du Burkina Faso face à des difficultés majeures. Ces trois scénarios ne sont pas exclusifs les uns des autres. On pourrait connaître des transitions successives entre ces trajectoires selon l'évolution de la situation géopolitique et des choix stratégiques qui seront faits dans les mois à venir. Toutefois, la clé du succès réside dans la capacité du pays à gérer ses ressources naturelles de manière plus autonome, tout en naviguant prudemment entre les risques économiques et diplomatiques. Résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso, touchant des groupes spécifiques et ayant des implications profondes sur le terrain. Pour la jeunesse urbaine, souvent confrontée au chômage et à l'incertitude, le discours sur la souveraineté nationale et la maîtrise des ressources naturelles ouvre un nouvel horizon d'opportunités. L'idée que les richesses du pays puissent financer des projets locaux comme des formations professionnelles, des emplois techniques et des initiatives entrepreneuriales est une source d'espoir. Ce changement, bien qu'encore lointain pour beaucoup, commence à transformer les perceptions et à inciter de nombreux jeunes à envisager un avenir au sein du pays plutôt qu'en dehors. Dans les zones minières, les travailleurs ressentent directement l'impact de cette décision. La reprise du contrôle national sur les gisements aurifères ne signifie pas une nationalisation immédiate, mais elle crée un cadre plus favorable pour les conditions de travail et la sécurité. Les discussions autour de l'amélioration de la répartition des richesses, notamment avec des investissements dans les infrastructures locales, commencent à faire émerger un sentiment d'inclusion parmi les communautés souvent marginalisées. Ce sentiment d'appartenance à un projet national renforce l'adhésion populaire à la politique menée par. Pour les ménages urbains, cependant, les effets sont ambivalents. Si l'idée d'une souveraineté retrouvée fait naître un sentiment de fierté nationale, les craintes liées à l'inflation, à la hausse des prix et à l'incertitude économique assombrissent cet enthousiasme. Les citoyens doivent faire face à des tensions quotidiennes, mais beaucoup acceptent ces difficultés dans l'espoir que les sacrifices à court terme contribueront à un avenir plus stable et plus indépendant pour le pays.
montre que la souveraineté, loin d'être un concept abstrait, se matérialise dans des choix concrets qui affectent profondément la vie des citoyens. En une stabilité durable, et son gouvernement doivent suivre une série d'étapes stratégiques, concernent la sécurisation des ressources. Il est crucial que les sites aurifères restent sous contrôle national, protégés contre toute tentative de sabotage ou d'interférence extérieure. Des unités mixtes composées de forces de sécurité et d'autorités civiles sont chargées de garantir l'intégrité des sites et des chaînes logistiques. Le succès de cette étape se mesure par la stabilité continue de la production aurifère et la protection des infrastructures clés. Et la révision des contrats miniers existants, un comité d'experts doit examiner chaque accord pour renégocier les termes les plus favorables pour le Burkina Faso, en maximisant la valeur ajoutée locale. Les objectifs incluent une meilleure redistribution des revenus, la création d'emplois locaux et des investissements dans les infrastructures publiques. Ce processus de renégociation ne vise pas à créer une rupture totale, mais à rééquilibrer les relations entre l'État et les entreprises étrangères, et celle des investissements dans les infrastructures visibles financées par les revenus issus de l'or. Il s'agit de développer des projets dans les zones minières et dans d'autres régions rurales, routes, écoles, centres de santé. Ces projets doivent répondre aux besoins immédiats des populations locales, tout en renforçant la cohésion sociale et l'acceptabilité des décisions gouvernementales. Enfin, la quatrième étape repose sur la coopération régionale avec l'E. En harmonisant certaines politiques économiques et minières avec les pays voisins, le Burkina Faso pourra réduire sa vulnérabilité face aux pressions extérieures. Cette coordination renforcée est essentielle pour créer un bloc régional plus puissant et autonome sur le plan économique. Ces étapes, bien que complexes, offrent une feuille de route pour l'avenir du Burkina Faso. La clé du succès réside dans la mise en œuvre méthodique de ces solutions, en assurant une transition progressive vers une véritable indépendance économique et politique. C'est le symbole de la souveraineté retrouvée qui reste le plus marquant. En prenant une décision aussi cruciale pour l'avenir du Burkina Faso, n'a pas seulement choisi une voie économique, mais a fait un choix fondamental pour la dignité et l'indépendance de son peuple. En refusant l'ultimatum, il n'a pas seulement défié des créanciers internationaux, mais a tracé un chemin où le pays peut enfin contrôler son propre destin. Qui est à la fois une ressource précieuse et un levier stratégique, la décision de Traoré symbolise une opportunité de transformation, mais aussi un défi de taille. À travers ce choix difficile, commence à redéfinir son avenir, pas seulement en termes financiers, mais aussi en termes de liberté et d'autonomie. Dans les rues de Ouagadougou, les discussions sur l'or et la souveraineté sont désormais plus qu'un simple débat économique. Elles font partie d'une conversation plus large sur ce que signifie être maître de son avenir. N'a pas seulement changé la trajectoire de son pays, il a aussi réaffirmé que la souveraineté, dans un monde interconnecté, est une question de choix, mais aussi de résilience. Sous la conduite de résonne bien au-delà des frontières nationales, ouvrant une réflexion profonde sur la manière dont chaque nation peut prendre en main son avenir. Ce n'est pas seulement une question d'or ou de dette, mais une question de pouvoir, de souveraineté et de dignité. Pour les autres pays de la région, ce geste pourrait devenir une source d'inspiration, un appel à la solidarité et à l'autonomie face à un ordre mondial souvent perçu comme inéquitable. La question se pose désormais, jusqu'où une nation peut-elle aller pour préserver sa souveraineté sans sacrifier son bien-être ? A choisi son chemin, mais d'autres se demanderont peut-être si ce même chemin est viable pour eux. Ce choix, bien que risqué, est une invitation à réfléchir à notre propre relation au pouvoir, à la politique et aux ressources. Peut-être est-ce le moment de se demander, dans un monde où les choix sont limités, qu'est-ce que cela signifie réellement choisir son destin ?